Amour prohibé. Chapitre 5. Jeu d'enfant. Bastian. Je regarde par la fenêtre Adeline et Anna jouer dans le parc avec les filles. Ma conversation de la veille avec la jolie Française a fait remonter des souvenirs pénibles. J'ai été trop curieux. Si je ne lui avais pas demandé pourquoi elle parlait si bien allemand, je ne me serais pas exposée à revoir certaines images. Je ne peux que me blâmer. Par la même occasion, j'ai tendu la perche à mademoiselle Bertrand pour des questions sur moi. Elle est perspicace. Elle sent que je ne lui ai pas tout dit. Je suis sûre qu'elle va revenir à la charge, tout comme moi, pour en savoir plus sur elle. J'attrape mon étui à cigarette et en glisse une entre mes lèvres. J'ouvre la fenêtre avant de l'allumer. Fumer me calme. Tout en tirant sur ma cigarette, je ne peux m'empêcher de repenser à cette femme, Rachel, qui a appris ma langue et le violon à cette jeune Havraise, aujourd'hui devenue adulte. Elle a bien fait de quitter la France dès le début, encore qu'il était déjà tard pour trouver un pays d'accueil. Elle devait avoir des connaissances aux États-Unis pour avoir pu s'y installer. Depuis, la situation des Juifs dans toutes les zones occupées est devenue catastrophique. Depuis près d'un an, les rafles se sont multipliées en France. Pourtant, les journaux officiels français n'en parlent pas. En revanche, un signe est bien visible. Cette odieuse étoile jaune, imposée dès septembre 1941 en Allemagne et depuis juin 1942 en France. Au Havre, d'après ce que j'ai pu retracer, les ordres viennent essentiellement de la Feldkommandantur et du préfet régional, donc de Rouen, et ils sont relayés par la Kreiskommandantur dirigée par Ackermann et par la sous-préfecture du Havre, avec son service des affaires juives. J'ai remarqué avec effarement que les commissariats de police et la gendarmerie nationale travaillent avec la Gestapo, dirigée par un autre Ackermann, rue Hippolyte Fénoux. Mais il n'y a ni commando de SIPO-SD, ni délégation régionale du commissariat général aux questions juives dans l'arrondissement, puisqu'ils sont installés à Rouen. Depuis que je suis arrivée, il n'y a plus eu de rafle, et pour cause, je crois bien qu'il n'y a plus de juifs au Havre, où le peu qui reste doit être caché par des âmes charitables. Tout ça me flanque la nausée. J'ai besoin d'air. L'après-midi de ce samedi est bien avancé. Par la fenêtre, je vois les deux femmes avec Estelle et Marie, toujours en train de jouer. Elles ont l'air de s'amuser. Les rires des fillettes me parviennent un peu atténués. Le parc est magnifiquement fleuri, et les odeurs enivrantes des lilas, des gardénias et de la glycine me parviennent aux narines. Et les mix borders réalisent des taches de couleurs. Il semblerait qu'Adeline aime le blanc, le rose, le mauve, le bleu et le pourpre, car ces couleurs se trouvent répétées dans les parterres. Elle a une prédilection pour les pivoines blanches et roses, qui commencent à fleurir encadrées par des iris bleus. Les buissons de roses occupent une grande place, tout comme les rosiers grimpants. Un seul buisson est couvert de roses jaunes au fond du parc, entouré de lupins bleus, pendant que des clématites partent à l'assaut de la petite maisonnette qui sert de remise aux outils. Les rhododendrons, les azalées ainsi que d'autres arbustes à fleurs constituent l'arrière-plan de ce tableau foisonnant mais apaisant. J'oublie le reste du monde en admirant ce paysage coloré et odorant. Après une hésitation, j'enfile ma veste et je décide de rejoindre les deux jeunes femmes et les fillettes. Je sors de la maison contemplant au passage les plates-bandes, passe à côté de la pergola couverte de glycine et me faufile jusqu'à l'endroit où une partie de Colin Maillard est en train de se dérouler. C'est Estelle qui est le chasseur et a les yeux bandés. Anna vient de la faire tourner plusieurs fois sur elle-même avant de la lâcher.
Je m'immisce dans le groupe des chassés, qui, en tapant dans leurs mains, entourent Estelle, qui s'avance prudemment, les bras tendus en avant. Au bout de 3 minutes, je me laisse toucher par la fillette, sur un signe d'Anna. Estelle doit maintenant deviner qui elle a touché. Vu ma taille et ma tenue, elle trouve très vite la réponse. « Je sais, s'écrie-t-elle. C'est Bastian. »« Gagné, s'exclame Adeline. Comment as-tu deviné ? » Facile, il a des bottes. Ça aurait pu être Heinrich, Eric, Gerhard ou Johann, dis-je avec un sourire. J'ai aussi reconnu ton sang bon, s'exclame la fillette. Et voilà comment on est trahi par son parfum, capitaine, s'esclave Adeline. Maintenant, à votre tour d'être le chasseur. Je sens ses mains attacher le bandeau derrière ma tête. Elle ne le serre pas trop. Est-ce un hasard ? Combien de doigts demande-t-elle en riant ? Je ne vois rien, mais je sais que vous en avez 5 à chaque main, blaguai-je. Ah ah, c'est malin, l'entends-je répondre moqueuse. En réalité, si je baisse les yeux, je vois un peu ses chaussures. Elle me fait tourner sur moi-même jusqu'à ce que j'ai le tournis. Je prends un moment pour me stabiliser et je commence à chercher. Je prends mon temps, fais semblant de ne rien voir tout en évitant de toucher celles qui ne sont pas ma cible, visant assez bas pour faire croire que je vise autant les petites que les grandes. Jusqu'au moment où je touche une jupe. « Touchez !» criai-je. J'effleure plus que je ne touche le vêtement de la jeune femme, avant de sentir un bras, puis l'autre. Mes mains remontent lentement le long de chacun d'eux jusqu'aux épaules. Je la sens frémir. Mes mains frôlent son cou, puis effleurent son visage. Je caresse ses joues, son front, avant de redescendre et toucher les lobes d'oreilles, laissant un de mes pouces glisser sur ses lèvres. Je la sens trembler imperceptiblement à mon contact. Je souris intérieurement. J'ai trouvé. Trop grande pour être Estelle ou Marie. Et ce n'est pas Anna non plus. Elle porte des boucles d'oreilles. Donc, c'est Adeline. Bravo, crie Marie, que je vois sautiller sur place lorsque j'enlève mon bandeau. Mais j'ai aussi reconnu son sang bon, ajoutai-je. Adeline se penche légèrement vers moi pour me murmurer à l'oreille. C'était aussi un bon moyen de mettre vos mains partout. Mais vous n'en avez pas abusé, merci. Marie vient tirer sur le bas de la robe de la jeune Française. On peut jouer à cache-cache, tata Adeline ? Si tu veux, ma puce, à condition que tout le monde soit d'accord. Devant l'acquiescement de tous, moi compris, la jeune femme précise les limites de la zone où nous pouvons nous cacher. Bien, puisque tout le monde est d'accord et que je me suis fait attraper à Colin-Maillard, c'est moi qui s'y colle. Je compte jusqu'à 50. C'est parti. Elle se tourne vers l'arbre le plus proche, met ses bras devant ses yeux et commence à compter à voix haute. 1, 2, 3, 48, 49, 50. Prêt ou pas ? J'arrive, crie-t-elle aussi fort qu'elle peut. Il ne lui faut pas très longtemps pour trouver la cachette d'Anna, qui à son tour doit faire le décompte jusqu'à 50, le temps que nous nous égaillons pour nous cacher. Je mets un peu trop de temps à trouver une cachette adéquate. Je trouve enfin une trouée entre 2 arbustes et je m'y faufile à 4 pattes pour me retrouver nez à nez avec Adeline. Cette cachette est déjà prise, capitaine, il va falloir trouver autre chose. J'entends Anna décompter 40, 41. Je n'ai plus le temps. Soyez gentille, faites-moi une petite place. Au pire, si Anna trouve quelqu'un, ce sera moi, puisque mon corps vous dissimule. Bon, d'accord, mais je suis sûre que vous l'avez fait exprès, répond-elle à voix basse. Je ne proteste pas, et je m'efforce de prendre le moins de place possible. Je la sens se coller à mon dos. Une douce chaleur envahit mon bas-ventre. Respire, Bastian, respire. Anna a trouvé Marie. Estelle se montre rapidement. Je sors de notre cachette commune en premier. Adeline met un certain temps à réapparaître.
Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à se faufiler pour sortir du côté opposé, préservant le secret de notre partage de cachette. Il est l'heure pour les filles d'aller prendre leur goûter, et Anna les entraîne vers la maison. Vous êtes douée avec les enfants, commente Adeline. J'ai toujours aimé les enfants. Ils sont confiants, curieux, spontanés. S'émerveillent de tout. En grandissant, nous sommes bridés par des règles parfois injustes, blasés, méfiants. Ceci dit, à notre époque, il vaut mieux se méfier. Pas faux, dit-elle. Et nous sommes obligés d'apprendre aux enfants à l'être pour rester en vie. Vous avez une femme, des enfants, là-bas, en Allemagne? Non, je suis célibataire. Vous n'avez jamais eu de femme dans votre vie? Insiste-t-elle. Oui, pendant quelques années, mais ça s'est mal terminé. Je la vois froncer les sourcils. Bien sûr, ma réponse évasive l'intrigue. Mais comment pourrais-je lui raconter ce que j'ai vécu? Toute cette souffrance. Cependant, elle ne cherche pas à en savoir plus sur ce sujet, ce qui ne l'empêche pas de me poser encore une question. Capitaine, je n'y connais rien en uniforme, mais j'ai remarqué que le vôtre comporte quelques nuances. Déjà sa couleur et les pattes de colle. En effet, ce n'est pas l'uniforme de l'armée régulière, parce que je suis ce qu'on appelle un Sonderführer, un agent nommé à ce poste en raison de mes compétences spécifiques. Pour ma part, j'avais terminé mon service militaire dans la Luftwaffe comme Feldwebel en 1937. Puis j'ai repris mes études universitaires et passé ma thèse de doctorat en physique à l'automne 1940. Rien que ça. Et de quoi parlait votre thèse? D'ondes électromagnétiques et de radiofréquences. C'est pour cette spécialité que j'ai été recruté comme Hauptmann en mai 1942, pour m'occuper notamment des radars. Ce type de recrutement n'existe plus depuis septembre dernier. J'ai été maintenu dans ce statut car j'avais aussi la formation militaire requise. Dans l'argot des soldats, on nous appelle aussi des Schmalpuroffiziere, les officiers à jauge étroite. Les Sonderführer sont surtout déployés comme interprètes dans l'ingénierie ou les travaux scientifiques comme moi, dans l'administration, le transport ferroviaire, les services de santé. Les aumôniers en sont aussi. Ça signifie que vous n'avez jamais tiré sur qui que ce soit? S'enquiert-elle. Je ne peux pas dire ça, puisque les radars servent à repérer les avions ennemis et à déclencher les canons anti-aériens. Mais en effet, mon pistolet n'a servi que lors des entraînements pour tirer sur une cible en carton. Elle reste songeuse à la suite de ma réponse. Est-ce parce qu'elle ne me croit pas, ou au contraire parce qu'elle est rassurée? Peu importe, je préfère voir l'homme qui se cache sous l'uniforme plutôt que le soldat, finit-elle par dire. Et que pensez-vous de l'homme? Joker, me répond-elle moqueuse, avant de partir en courant vers la maison.